Qu'est-ce que la monnaie? Une convention, une marchandise, une croyance, un outil de pouvoir? Pour en parler sérieusement, il faut convoquer deux des plus grands esprits de l'histoire. Remontons 2500 ans en arrière, redécouvrons Platon et Aristote. L'un voit la monnaie comme une invention de l'État, l'autre comme une marchandise librement choisie. Ce débat traverse les siècles. Il oppose encore les banques centrales aux partisans de l'or ou du Bitcoin. Simone Wappler revient aux sources de ce conflit de vision. Elle décrypte pour nous la nature même de ce que nous utilisons chaque jour sans y penser. Bonjour et bienvenue donc pour cette troisième vidéo sur l'histoire de la monnaie de Sumer au Bitcoin. Je rappelle qu'il y a toute une partie écrite et que cette vidéo c'est juste un petit appoint pour faire un peu loupe sur quelques détails dans l'histoire. Alors où nous en étions-nous arrêtés? Eh bien on va remonter le temps rapidement, donc moins 3000 avant Jésus-Christ à moins 1750. Donc la monnaie, c'est du crédit ou de la dette. Mais petit à petit, parallèlement, se met un circuit qui impose une marchandise, qui est l'argent, pour échanger quelque chose contre autre chose. Ça, c'est très important. On reprend à chaque fois quelque chose contre autre chose. Donc finalement, la première monnaie, c'est de l'argent métal, ça s'appelle du shekel, et on en a une trace historique en fait dans le code d'Hammurabi. Donc même lorsque les scribes, les autorités de l'époque vont consigner dans leur registre de dettes et de crédit qui doit quoi à qui, on va aussi transcrire ça en shekel, donc en unité de compte. Et puis le code d'Hammurabi introduit une innovation importante, c'est-à-dire qu'autrefois les gens qui payaient pas leurs dettes étaient réduits en esclavage. On va limiter la durée de l'esclavage, de la période d'esclavage, à 3 ans. La 4e année, celui qui n'avait pas payé ses dettes et toute sa famille sont libérés. Donc ça c'est plutôt une bonne chose, c'était une première limitation du cycle de crédit, comme diraient les économistes en sciences, dans nos temps modernes. Alors une deuxième limitation du cycle du crédit a été introduite par les Hébreux vers moins 1440 avant Jésus-Christ. On en a aussi une trace historique dans un livre qui fait partie de la Bible. Et donc tous les 50 ans il y avait un jubilé, donc c'était magnifique, extraordinaire. Toutes les dettes étaient remises. Ceux qui avaient vu leurs terres hypothéquées, les terres étaient rendues, les esclaves étaient libérés, etc. Donc deux moyens de limiter le crédit dans l'Antiquité pour éviter les troubles sociaux. Le premier, donc code d'Hammurabi, la durée d'esclavage est limitée, et le deuxième, les Hébreux, tous les 50 ans, les compteurs de dettes sont remis à zéro. Ah, là, je sens que certains vont déjà rêver quand on pense aux dettes de notre monde moderne. Bien, et ensuite on était arrivé, alors donc moins 1440, on a le jubilé, zéro dette, ça c'est quand même bien, et puis on était arrivé à une innovation aussi majeure, très importante, qui était la première monnaie d'État. Le shekel était donc une certaine quantité d'argent, mais qu'il n'y avait pas d'estampille d'un État derrière. Or, on a vu que, eh bien, Crésus, le roi de Lydie, dans lequel coulait le pactole, lui avait instauré une monnaie d'État, c'est-à-dire qu'il tamponnait la monnaie, il la certifiait en pureté et quantité, sauf que il a triché, et que ça s'est très très mal terminé, puisque finalement il a été destitué par les Perses et par Cyrus, et que le système monétaire a changé. Et puis, donc, je vous avais promis le débat de l'Antiquité, c'est-à-dire Platon contre Aristote, et maintenant nous allons passer à ce fameux débat Platon contre Aristote. Ah,
Juste avant, petite parenthèse, parce qu'il y a un internaute qui écrit oui, je ne suis pas d'accord, l'économie, ce n'est pas l'étude des échanges de quelque chose contre autre chose, c'est beaucoup trop limité, l'économie, c'est la production. Alors, oui, c'est vrai, c'est une définition classique que donnent la plupart des gens. Alors, je lis une définition que j'ai relevée sur Internet. L'économie, du grec oikos, maison, et nomos, administré, est la science sociale qui étudie comment les ressources rares sont employées pour la satisfaction des besoins des hommes vivant en société. L'objet de l'économie est de répondre au problème, comment faire au mieux avec ce dont on dispose. Alors ça, c'est vrai, donc c'est une définition retenue par beaucoup de gens. Ceci dit, il y a tout un courant de pensée économique qui s'oppose à cette définition parce que c'est un peu celle de la science de l'allocation des ressources rares, et donc ça conduit à ce qu'on appelle l'ingénierie sociale, le constructivisme, l'interventionnisme et l'étatisme. Donc c'est pour ça que ces gens-là, l'école autrichienne de l'économie, se réfèrent plutôt, définissent l'économie comme la science des échanges. Et on en revient toujours au postulat de base, on échange quelque chose contre autre chose, et l'échange doit être loyal, il doit être libre, il doit être sans contrainte. Sinon, c'est du vol, c'est-à-dire qu'on échange quelque chose contre rien, ou c'est de la charité, mais on n'est plus dans le domaine économique. Donc c'est une définition plus large, et qui permet de comprendre pourquoi la monnaie est très très importante là-dedans, puisque c'est ce qui va permettre de fluidifier les échanges. Donc l'économie, c'est pas la production, ce n'est pas que la production, c'est bien autre chose, ça va bien au-delà. Le boulanger qui allume son four à 2h ou 3h du matin, il le fait pas parce que je sais pas, c'est un poète ou c'est un mécène. Et le premier client qui va lui donner la première pièce de monnaie le matin pour son pain chaud ne le fait pas par charité. Voilà. Donc l'économie, c'est vraiment comment on va échanger. Bon, alors donc, fin de la parenthèse, et on en revient aux échanges, et au rouage essentiel dans les échanges qu'est la monnaie, et je vous avais promis Platon contre Aristote, le grand débat, et donc nous y voilà. Alors, Platon c'est le vieux, et Aristote c'est le jeune. Platon, pour lui, il s'est penché donc sur la monnaie, et il a conclu de ses réflexions que la monnaie n'est qu'une convention sociale, en fait, sans autre valeur que ce que la société confère à la monnaie. Donc la monnaie peut être n'importe quoi, à partir du moment où une société s'accorde sur « c'est de la monnaie ». Point. Donc ça, c'est important. Donc monnaie égale convention sociale. Ensuite, arrive Aristote. Alors, entre Platon et Aristote, il se passe quelques décennies, mais pas beaucoup. La différence, c'est que les finances des cités grecques ne sont pas un long fleuve tranquille, il y a beaucoup de faillites, etc. Chaque cité veut mettre les autres sous sa coupe, il faut prélever des impôts, hein, on a vu le lien aussi entre monnaie et impôts. Et Aristote, donc, dit pas du tout, quelques faillites plus tard, dit pas du tout, la monnaie, ça ne peut pas être une simple convention sociale. Il faut, pour que la monnaie ait une valeur, il faut qu'elle ait une valeur intrinsèque, qu'elle existe sans convention sociale, justement. Et Aristote a, pour la première fois, codifié les 3 fonctions essentielles de la monnaie. Il a dit que ça devait être une unité de compte, une unité d'échange et un réservoir de valeur. Donc 3 fonctions de la monnaie qui sont très importantes. Unité de compte, ça tout le monde comprend. Une baguette égale 1/10 de shekel. D'ailleurs, c'est amusant de voir dans l'histoire que souvent l'unité de compte correspond à une ration alimentaire d'un repas. Et c'est pas par hasard en fait, c'est parce que c'est quelque chose que les gens appréhendent assez facilement. Donc, unité d'échange. Tout le monde est d'accord pour échanger avec ça. Beaucoup de gens sont d'accord pour échanger de ça.
avec ça, avec ce type de monnaie qu'on agrée. Et enfin, ça c'est la fonction importante, et c'est ce qui sépare Platon et Aristote, réservoir de valeur. Indépendamment d'un sceau d'État, d'une autorité d'État, etc. Alors, la fonction réservoir de valeur, c'est une fonction qui est beaucoup moins appréciée par les autorités, qui, on l'a vu, les autorités, quand elles manquent d'argent, ce qu'elles veulent faire croire, c'est qu'elles en ont, donc elles le multiplient ou elles en érodent la valeur. C'est pourtant, à l'échelon de l'individu, quelque chose de très important, parce que c'est ce qui garantit la liberté de pouvoir dépenser ce qu'on a légitimement acquis, donc de pouvoir le transformer, de pouvoir échanger contre autre chose, mais quand on le veut bien, au moment où on le choisit. Parce qu'on a stocké le fruit de son travail, le fruit de ce qu'on a légitimement acquis, et puis on veut pouvoir disposer du moment où on va le dépenser sans s'être fait voler par l'inflation, entre-temps. Donc, c'est un débat vraiment instructif. Ce qu'on peut dire, c'est que l'histoire a donné raison à Aristote. De très loin, Aristote gagnant. Parce que la plupart des mauvais fiduciaires sont mortes. Elles sont mortes d'hyperinflation, d'inflation, les gouvernements ont été destitués, la convention sociale, au bout d'un moment, vole en éclats. Et en fait, restent l'or et l'argent. Et même après Bretton Woods, etc., quand les choses deviennent très sérieuses, on règle les comptes en or entre banques centrales. Donc, petite parenthèse aussi, il y a un généticien américain qui avait fait pas mal de bruit il y a 5 ou 6 ans, qui était le professeur Crabtree, Gerald Crabtree, et il avait dit que le summum de l'intelligence humaine avait été atteint à l'époque grecque, et que depuis, le bipède était en train de régresser, de devenir de plus en plus bête. Bon, ça, on verra on verra s'il a vraiment raison, les générations futures trancheront, mais c'est quand même amusant. Parce que c'était déjà, à l'époque, des réflexions très 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 abouties sur la monnaie, beaucoup plus abouties que tout ce qu'on voit passer dans les écrits des banques centrales, dans les milliers de pages du Dodd-Frank Act ou dans Bâle III, etc. Bien. Ensuite, eh bien, l'évolution du pouvoir d'achat, si on prend, ça va se projeter là sur le graphe, si on prend même la monnaie étalon aujourd'hui, la monnaie qui rythme les échanges dans le monde et à laquelle tout le monde se réfère, c'est-à-dire le dollar, eh bien, vous vous apercevez que le dollar a perdu 95% de sa valeur depuis 1913, donc date de la création de la Federal Reserve, la banque centrale américaine. Vous n'en avez plus pour vos dollars. Si quelqu'un avait stocké $1 en 1913 et qu'il cherchait à le dépenser, aujourd'hui, il n'en aurait que pour 5 cents. Donc, c'est du vol, c'est de l'inflation, et encore une fois, c'est priver l'homme de sa liberté essentielle, qui est de dépenser au moment où il le veut, les fruits de son travail. Alors, maintenant, cette histoire de la monnaie a été construite, on a décidé de se lancer là-dedans avec l'arrivée du Bitcoin, qui est un peu un ovni monétaire. Et si vous vous souvenez de Aristote et Platon, eh bien, le Bitcoin, soit c'est la monnaie platonicienne parfaite, c'est-à-dire que c'est une convention sociale, mais ce n'est pas une convention sociale imposée par des gens, par un banquier central, par un État, c'est une convention sociale que décideraient les gens d'adopter. Et c'est comme ça que les crypto-monnaies pourront s'imposer. C'est si ça devient une convention sociale qui s'impose par le bas, ce que les Américains appellent le bottom-top, et non pas le top-bottom, le chef dit et tout le monde s'aligne. C'est aussi une monnaie aristotélicienne presque parfaite, puisque sa quantité sera limitée, et si vous pensez qu'un algorithme hyper puissant est plus fiable que la parole d'un banquier central, vous pouvez classer le Bitcoin comme une monnaie aristotélicienne.
Et puis pour conclure donc ce petit épisode, on entend souvent des gens dire, des politiciens d'ailleurs, ou des technocrates ou des bureaucrates, que la monnaie c'est un bien commun. Alors c'est faux. En fait, un bien commun ou un bien public, la monnaie n'est pas du tout ça. Alors pour essayer de contrer cet argument, je vais m'appuyer sur un auteur contemporain, qui lui aussi a beaucoup réfléchi sur la monnaie, qui a sorti un ouvrage que je vais vous montrer. Donc c'est Philippe Simoneau et Charles Lelien, deux auteurs. Donc La monnaie, histoire d'une imposture. Et voici ce qu'ils disent, c'est « Un bien public n'est pas appropriable par des individus. L'air que l'on respire, la beauté d'un paysage, l'espace sonore entourant notre habitation, la lumière du jour, l'obscurité de la nuit, le parfum d'une rose. » Bon. La monnaie bien public n'est donc qu'un abus de langage. Et par contre, cela n'empêche pas de dire que la monnaie est le bien de la communauté. Et c'est complètement différent. C'est-à-dire que ce n'est pas un bien public appropriable par des individus, la monnaie, c'est un bien que nous utilisons tous ensemble. Et c'est pour ça que, alors on va peut-être rejoindre Platon, il faut qu'il y ait une convention sociale, mais cette convention sociale, elle ne doit pas être imposée par la force. Elle doit être librement consentie et elle ne doit pas flouer certains pour en avantager d'autres, comme certaines monnaies plus modernes que nous verrons lors des prochains épisodes. Si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo et que vous voulez comprendre pourquoi notre système monétaire vacille aujourd'hui, téléchargez gratuitement notre livre sur l'histoire de la monnaie, dont le lien se trouve dans la description de la vidéo. Dans ce livre, vous découvrirez pourquoi la monnaie n'a jamais été neutre et la raison pour laquelle elle est au cœur de chaque effondrement. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne où vous pourrez retrouver la totalité des épisodes de cette série. Merci et à bientôt!